existe plusieurs types de pyroplasmose équine, et en France en particulier, il en existe deux, qui sont dus à des parasites sanguins différents. Donc si on prélève du sang sur des chevaux qui sont atteints de pyroplasmose clinique et qu'on regarde ce prélèvement au microscope, on peut voir deux types de parasites. Le premier, c'est Babesia cabali, que vous voyez ici. Donc on ne voit pas très bien avec le contre-jour, mais là ce sont des globules rouges et on voit deux petits points ici qui ressemblent à des poires. Donc ça ressemble plutôt à une tête d'alien, mais globalement ce sont des parasites qui se multiplient dans les globules rouges, et donc ça c'est Babesia cabali. Et puis il y a un autre parasite qu'on appelle Theileria equi, qui est ici, qui premièrement se multiplie dans les lymphocytes, donc c'est une des lignées des globules blancs, puis ensuite dans les globules rouges, et qui ressemble, si on fait un zoom, ce qu'on appelle en forme de croix de Malte. Donc ce sont deux parasites distincts qui se traduisent chez le cheval par des symptômes très similaires, chez le cheval, chez le mulet, chez l'âne et le zèbre. Et donc pour la suite de la présentation, j'attire votre attention que sur Babesia, donc responsable de la babésiose, on va se situer chaque fois à votre gauche, donc à bâbord. Si vous avez fait de la voile, vous voyez un peu de quoi je parle, en orange, et Theileria à tribord, sur votre droite en vert. Donc plusieurs pyroplasmoses équines et également plusieurs traitements. En fait, c'est la même molécule antiparasitaire qui est administrée, mais à des doses et des rythmes d'administration qui sont différents en fonction du parasite, parce que le parasite a des sensibilités variables à cette molécule-là. Et ce qui est pas anodin, en fait, c'est qu'il y a quand même des effets secondaires de ce traitement-là, avec des troubles digestifs, soit de l'hypersalivation, de l'hypermotilité intestinale et des coliques, et également parfois des complications urinaires ou hépatiques. Donc ce traitement peut avoir des effets secondaires qui ne sont pas anodins, et donc il est important d'identifier le parasite pour adapter ce traitement. Et donc l'identification du parasite en question se fait soit au microscope, comme on l'a vu avant en regardant directement un prélèvement sanguin, mais depuis quand même quelques années, je ne vais pas vous présenter cette technique, on en entend parler pas mal depuis 2 ans. On a des techniques d'amplification génique, des PCR, qui sont plus sensibles et plus rapides. Le réseau d'épidémiologie surveillance en pathologie équine existe depuis 1999 et il vise à détecter et à surveiller les maladies chez les équidés en France. Et donc pour surveiller les maladies, il passe par la surveillance de certains syndromes qui sont des ensembles des chevaux donc qui présentent des cas, un ensemble de symptômes qui pourraient s'apparenter à certaines maladies qui sont suivies. Et donc dans ce cadre-là, le RESP s'appuie sur un réseau de plus de 900 vétérinaires sentinelles qui sont des praticiens qui ont une activité équine, spécialistes ou mixtes, et qui représentent à quasiment un tiers des activités des praticiens équins en France. Donc quand un vétérinaire sentinelle rencontre un cheval suspect d'un des syndromes qui sont suivis par le RESP, il fait son analyse classique, sa visite clinique. Il prend également des informations un peu complémentaires qui sont toujours les mêmes en fonction du type de syndrome suivi pour tous les chevaux suspects, qui sont remontés au RESP, et en parallèle, quand il fait des prélèvements, il les envoie dans un laboratoire, et le RESP, en contrepartie de l'échange d'informations, prend en charge une partie du coût des analyses pour le propriétaire. Et donc, depuis 2013, le RESP surveille le syndrome de fièvre isolée dans lequel rentrent les suspicions de pyroplasmose clinique, mais pas que, je vous en parle un petit peu plus dans quelques diapositives. Et donc, depuis 2013, fin 2013, on a recensé plus de 2700 suspicions cliniques de pyroplasmose équine qui se sont avérées être confirmées dans un tiers des cas. Donc 34% de ces suspicions étaient en réalité des pyroplasmoses, que ce soit des babésioses ou des thélairioses. Et donc, avec cet ensemble de données, la question qui était possible, c'était est-ce que finalement un cheval atteint de babésiose ou de thélairiose présente un tableau clinique différent, donc un ensemble de symptômes, de signes cliniques distincts qui permettraient de contribuer à un diagnostic plus précoce de l'agent pathogène en cause et pour débuter plus tôt un traitement qui serait adapté au parasite, en attendant la confirmation de l'identité du parasite par le laboratoire qui parfois peut prendre un peu de temps. Donc pour cela, on est donc parti de nos cas, de nos cas suspects qui rentrent dans la surveillance du RESP, le dispositif de syndrome de fièvre isolée, de surveillance de ce syndrome-là. Et donc le vétérinaire sentinelle inclut dans notre système tout équidé qui présente une hyperthermie aiguë ou chronique à plus de 38,5 degrés et un de ces symptômes suivants, ou plusieurs, mais au moins un,
Donc une anorexie, donc le cheval arrête de manger, une perte d'état, un abattement généralisé, une baisse de performance, un œdème ou des pétéchies, qui sont des petites lésions rouges sur la peau ou sur les muqueuses. Et ça, c'est pas obligatoire, mais c'est rapporté également une anémie, donc une diminution du nombre de globules rouges dans le sang, qu'il aura exploré avant par un examen complémentaire, comme une numération formule par exemple. Quand il se trouve face à un cas suspect de syndrome de fièvre isolé, il collecte un certain nombre de données en plus, qui sont les caractéristiques démographiques du cheval, donc âge, sexe, race, etc., sa localisation, ses conditions de vie, et également l'ensemble des signes cliniques qui sont rapportés, pas uniquement cela. En parallèle, il fait des prélèvements sanguins qu'il envoie au laboratoire, et donc dans le cadre de cette surveillance par le RESP, de façon systématique, sont recherchés 4 organismes pathogènes responsables de ce type de syndrome, donc l'ensemble de ces signes-là. Il s'agit donc des 2 agents, des 2 parasites responsables des pyroplasmoses équines, Theileria equi et Babesia cabali, mais également la bactérie Anoplasma phagocytophilum responsable de l'anaplasmose, et 2 virus, l'un responsable de la fièvre West Nile et l'autre de l'anémie infectieuse équine. Donc ça, tout cet ensemble d'organismes pathogènes provoque chez les équidés des manifestations cliniques très semblables. Donc parmi l'ensemble de ces suspicions, nous avons conservé 755 cas cliniques qui étaient confirmés pour être des pyroplasmoses, soit babésiose, soit thélériose. Et on a analysé ces données selon une méthode descriptive multidimensionnelle qu'on appelle analyse des correspondances multiples et qui permet d'étudier des associations de plusieurs variables entre elles afin d'établir des variables associées plutôt à un profil de chevaux infectés par Babesia, donc de babésiose, et un ensemble d'autres informations, signes cliniques notamment, de chevaux qui seraient plutôt associés à un profil d'infestation par Theileria pour la thélériose. Alors voici la répartition spatio-temporelle de ces 4 pyroplasmoses confirmés. Donc vous avez sur votre gauche une carte qui représente l'incidence cumulative depuis le début du réseau, donc depuis 2013, du nombre de cas qui ont été confirmés en fonction de leur département d'origine. Et on voit donc plus c'est orange, plus il y en a. Globalement, si on fait à l'échelle régionale, on a un tiers des cas qui ont été diagnostiqués en Occitanie, mais globalement, il y en a partout en France. Au milieu, vous avez l'évolution temporelle du nombre de cas de pyroplasmose clinique confirmés en orange. Et on voit que depuis la création du réseau, on a une augmentation. Là, on arrive en 2022, mais les données sont arrêtées au premier trimestre. On aurait l'impression d'une augmentation du nombre de cas de pyroplasmose sur les premières années. Mais si vous regardez le graphe du dessous, une barre représente le nombre de vétérinaires sentinelles qui ont contribué au réseau chaque année, et on voit qu'en fait le réseau a mis un peu de temps à être connu par l'ensemble du réseau de vétérinaires sentinelles, et finalement ça c'est ce qu'on appelle un biais de surveillance. On n'a pas forcément une augmentation, une explosion de cas de pyroplasmose en France entre 2014 et 2016 ou 2017, mais bien une meilleure surveillance, et donc on regarde plus et mieux les cas. Et ensuite, tout à fait à droite, vous avez l'évolution au cours annuelle, donc par mois finalement, du nombre de cas. Donc la courbe noire, c'est la moyenne mensuelle, et l'espace orangé autour, c'est l'intervalle de confiance qui permet de représenter la variabilité entre les années de ce nombre de cas mensuels. Et ce qu'on en conclut, c'est qu'au final, on a de la détection de cas de pyroplasmose confirmés tout au long de l'année. On a une toute petite diminution en été qui correspond à la diminution de l'activité du vecteur. Mais si vous avez assisté à l'atelier interactif hier après-midi avec Laurence Malandrin qui est dans la salle, vous en avez appris un peu plus sur ces vecteurs. Donc les 755 cas de pyroplasmose clinique confirmés, donc quel que soit l'agent pathogène, le parasite en cause, étaient plus souvent des juments, des chevaux de loisirs utilisés pour une activité de loisirs, des adultes, c'est la classe d'âge qu'on a prise entre 8 et 18 ans, et la grande majorité d'entre eux vivaient au pré, soit exclusivement, soit en alternance avec du box. Et de façon logique, on a une observation de tiques assez fréquente dans 2 tiers des cas. Le vétérinaire sentinelle avait observé des tiques sur l'équidé le jour de la visite ou sur les congénères de pré. Ensuite, en termes de signes cliniques, on voit que plus de la moitié des chevaux atteints de pyroplasmose clinique présentaient un abattement généralisé et une hyperthermie modérée. Ensuite, de façon un peu moins fréquente, on avait des muqueuses pâles, signe d'une anémie, un amaigrissement et une anorexie, ça c'était à peu près un tiers des cas. Et puis ensuite, on passe à un quart des cas qui présentaient une baisse de performance,
sais pas si vous arrivez bien à lire en fait, une hyperthermie légère, des muqueuses ictériques, un œdème et 20% d'entre eux présentaient une hyperthermie élevée. Après, si on s'attarde sur la détection et l'identification du parasite par le laboratoire, eh bien les 3/4 des cas étaient dus à Theileria equi, donc on était bien en phase de thélériose, et 1/4 des cas en phase de cas de babésiose. Là, ici est représenté le résultat de la recherche de profil de cas de pyroplasmose. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que c'est une analyse multidimensionnelle, et là, on s'est représenté seulement en 2 dimensions pour des raisons de visibilité, je vais dire, donc une dimension verticale, une dimension horizontale. Chaque petit graphique représente une des informations qu'on a étudiées, une variable, le sexe, l'âge, la présence de tiques, etc. Et ici, vous avez sur chaque petit graphique les 755 chevaux qui sont représentés par un point et qui sont représentés ici. Et chaque cheval est toujours au même endroit sur tous les graphiques. Donc là, si vous avez Petit Tonnerre, par exemple, qui était infesté par Theileria equi, eh ben, il est ici, et que c'est un jeune cheval hongre, eh ben, il est aussi ici, et qui avait par exemple une absence de tique, etc. Vous le retrouvez toujours au même endroit. Et chaque point est coloré différemment en fonction du graphique, en fonction de la valeur de la variable qu'on a étudiée, c'est-à-dire si c'est un mâle ou une femelle ou un hongre, il a une couleur différente. Donc c'est comme ça qu'on lit ce genre de graphique. Et de façon un peu plus précise, ici donc est représenté le parasite qui a été détecté au laboratoire. Donc vous avez des points de couleurs différentes, rouge pour Babesia cabali, bleu pour Theileria equi. Et en fait, on voit que le barycentre des points se présente plutôt à gauche pour Babesia, bâbord, et plutôt à droite pour Theileria, tribord. Et donc, notre analyse pour la recherche de profil consiste à regarder les différentes variables qu'on a analysées, et on voit que si on a des points qui sont plus proches de la gauche, eh bien, ce sera sûrement une variable qui est associée au profil de chevaux atteints de babésiose, alors que si c'est plutôt à droite, ce sera plutôt des profils de thélériose. Et donc ici, par exemple, pour l'hyperthermie, on voit qu'une hyperthermie élevée est plutôt sur la gauche, donc associée au profil de babésiose, alors qu'une hyperthermie légère est plutôt du côté de thélériose, alors que la modérée a l'air un peu au milieu et pas vraiment associée. Et pour le sexe, à l'inverse, toutes les modalités sont un petit peu au milieu, n'ont pas l'air de se distinguer vraiment gauche ou droite dans ce plan factoriel particulier, et donc n'a pas d'intérêt pour rentrer dans notre profil, il n'est pas spécialement discriminant. Donc au final, la synthèse de l'ensemble de cette analyse nous permet d'imaginer, de proposer des 2 profils possibles pour la babésiose d'une part, la thélériose d'autre part. Et donc pour la babésiose, c'est plutôt observé chez des chevaux jeunes de moins de 7 ans, utilisés pour du sport ou dans le cadre de l'élevage. Et les signes cliniques les plus fréquents sont un abattement généralisé, une anorexie, une hyperthermie élevée, supérieure à 40, un ictère et une anémie biologique. Pour la thélériose, ce sont plutôt observés chez des chevaux seniors, donc plus de 18 ans. En termes de signes cliniques, les signes les plus souvent relevés, c'est un amaigrissement, une hyperthermie légère, inférieure à 38,5, des muqueuses pâles ou normales, et des contre-performances. Donc vous voyez déjà, cheval senior contre-performance, il y a quelque chose d'un peu bizarre, c'est qu'en fait notre analyse qui était multidimensionnelle, dans ces 2 dimensions, elle ne représente que 18% de notre information, ce qui est assez peu, et pour bien faire, pour représenter l'ensemble de notre jeu de données, il nous faudrait 21 dimensions différentes, ce qui clairement est illisible, ce qui veut dire qu'on n'a pas de profil clair. Que finalement, on est un peu déçu en disant cette analyse statistique, finalement, elle n'apporte pas grand-chose. Alors certes, en termes de profil, mais elle permet de répondre à la question. Elle est quand même utile pour dire, eh bien non, le tableau clinique entre la babésiose et la thélériose, en tout cas sur ces informations-là, il n'y a pas de différence visible et simple à expliquer. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 2 types de pyroplasmose équine en France, la babésiose et la thélériose, qu'on voit un peu partout tout au long de l'année, que le tableau clinique est insuffisant pour discriminer Babesia cabali de Theileria equi, voilà, seulement sur ce tableau clinique, et qu'au regard des effets indésirables du traitement médicamenteux, et que aussi le syndrome fièvre isolée prend en compte d'autres agents pathogènes, il n'y a pas que les pyroplasmoses, eh bien les analyses de laboratoire sont incontournables.
et que dans l'attente des résultats d'analyse, il est conseillé d'établir une courbe de température pour suivre régulièrement la température du cheval et voir si son état, comment ça évolue, et que tant que la température est inférieure à 41,5, la mise en place d'un traitement ciblé, je parle vraiment du traitement ciblé antiparasitaire, peut attendre les résultats du laboratoire. Donc, je voulais remercier les 385 vétérinaires sentinelles qui contribuent au réseau, en tout cas jusqu'à présent, et puis vous pour votre attention. Merci.